sont des billets qui nous font passer du monde ordinaire à un monde de notre propre création. Ils donnent un sens à notre vie et parfois, ils se réalisent. Chez les Mi'kmaq, l'attrape-rêve est un puissant symbole culturel. Ce peuple croit que l'attrape-rêve ne laisse filtrer que les rêves positifs et retient les cauchemars que les premières lueurs de l'aube dissipent. Les attrape-rêves étaient faits sur mesure pour les enfants. Nous connaissons la plus forte croissance démographique au Canada, nous les jeunes autochtones du Canada. En Nouvelle-Écosse, c'est comme ailleurs. Des tas de gens sont assis sans rien faire et nous devons les faire bouger, les rendre productifs et les faire contribuer à leur communauté. Lindsay Marshall connaît bien les rêves et la jeunesse. Il a été conseiller et chef, marin et enseignant, poète et politicien. Il est maintenant vice-doyen du Mi'kmaq Institute au Collège universitaire du Cap-Breton. Le travail de Lindsay, c'est d'aider les jeunes Mi'kmaq à réaliser leurs rêves en s'instruisant. Les gens qui ont des rêves et qui les poursuivent travaillent très fort. Pour eux, c'est un excellent entraînement. Et quand ils finissent par réaliser leurs rêves, c'est un moment merveilleux pour eux, mais aussi pour nous, car nous les voyons à leur meilleur. Les 4 Mi'kmaq que vous êtes sur le point de connaître ont tous osé rêver et ils ont travaillé fort pour réaliser leurs rêves. Chad Denny est joueur de hockey professionnel de l'organisation des Thrashers d'Atlanta. Jesse Benjamin est mère de 3 enfants et vétérinaire. Troy Julian est gendarme à la GRC et Bridget Stevens est boxeuse. Des personnes comme Chad, Jesse, Bridget et Troy apportent une valeur ajoutée à notre culture, qui se prête désormais à une véritable diversité, et peut-être Mi'kmaq est aussi boxeuse. Mi'kmaq est aussi agent de la GRC. Mi'kmaq est aussi vétérinaire. Mi'kmaq est étoile d'hockey. Ce sont toujours des Mi'kmaq. Partout où ils vont dans le monde, ce sont des ambassadeurs de notre peuple. C'est ce qu'ils sont, des sources de fierté. Et nous font grimper de la cave au 100e étage. C'est ce qu'ils en sont. Et vous savez quoi? Il suffit de prendre l'ascenseur un étage à la fois pour atteindre son propre étage. L'été tire à sa fin au cœur des hautes terres du Cap-Breton. Ici, Chad Denny est dans son élément. Chasser l'orignal, j'aime la chasse beaucoup. Je devais avoir 13 ans quand j'ai tué mon premier orignal. J'ai abattu un orignal il y a 3 jours et je l'ai tout donné. Il y a à peine 200 ans, c'était normal pour les Mi'kmaq et les Autochtones. Ils tuaient un orignal et il y avait un festin dans le village. À des milles de la route 85 et d'Atlanta, en Géorgie. Choisi au 49e rang au repêchage de 2003 de la LNH, Chad Denny a aujourd'hui 20 ans et est joueur de hockey professionnel dans l'organisation des Thrashers d'Atlanta. Il a connu une saison bien remplie, toujours en autobus et en avion, sautant d'un hôtel à l'autre, mais il apprend son sport. On l'a surnommé Big D, par respect pour ses 6 pieds 3 pouces et ses 210 livres. Et que dire de son lancer frappé? Il dépasse maintenant les 100 000 à l'heure et devient plus précis à chaque partie. Chad est le parfait exemple du gars qui a suivi son rêve. Pour lui, c'était le hockey. Il a toujours rêvé d'être choisi au repêchage de la Ligue nationale. Je sais, tous les petits gars disent qu'ils veulent jouer dans la LNH et tu peux seulement les encourager. Chad a fait beaucoup de sacrifices. Il n'a pas eu d'adolescence. Il avait 16 ans quand il a déménagé. Toute son enfance a été dominée par le hockey. Tout ce qu'il voulait faire, c'était jouer au hockey. Je savais que Chad, il voulait aller quelque part et je savais qu'il avait de bonnes chances d'y arriver. Alors, quand il a eu 14 ans, on a commencé au gymnase. En dehors de la saison de hockey, Chad s'entraîne encore à son gymnase favori de Sydney. Il peut soulever plus de 1000 livres. Toute sa famille s'est sacrifiée. Toute sa famille l'a appuyé.
Beau temps, mauvais temps, à 6 heures du matin, le grand-père ou la grand-mère de Chad le conduisait à l'aréna, payait ses cours et ses cliniques de hockey et même ses entraînements de fin de semaine et ses parties hors de la province. Je conduis ça, les gars. Nous partions le vendredi soir après le travail et conduisais à Saint John ou à Oromocto, au Nouveau-Brunswick, pour l'entraînement du samedi matin. Quand il était jeune, il a démoli la galerie arrière à pratiquer son lancer-frappé. Et ses tirs redoutables ont fait d'autres victimes. C'est ici que je stationnais ma chargeuse. Il s'en servait comme benne. Je veux dire, il se servait de la benne comme filet. Tu comprends? Il se servait pour pratiquer ses lancers. Alors je disais que ça aurait dû me coûter 3 pare-brises. Toute la culture Mi'kmaq repose sur la famille et sur l'entraide. La fière grand-mère de Chad, Dorothy Denny. La photo ici, tiens, c'est Chad avec Sidney Crosby. Elle a été prise à Val-d'Or le 7 juin 2003, le jour du repêchage. Et celle-là a été prise à Chapel Island, notre mission de Sainte-Anne, où Chad a appris par téléphone que les Thrashers d'Atlanta l'avaient repêché. Quand ils l'ont appelé, j'aurais pas cru que je pourrais frissonner ce jour-là. Il faisait 85 degrés, pourtant, j'ai frissonné. J'ai senti un frisson quand ils m'ont appelé. Chad a du talent. Les éclaireurs de la LNH l'ont vu et il travaille avec Onte. Son père Junior était un excellent joueur de hockey. En plus de ses talents, ce jeune Mi'kmaq est courageux et sérieux. Obsédé de hockey, il est quand même sans reproche à l'école où il accumule les plus hautes notes. Oui, Chad a reçu cette médaille quand il a eu son diplôme du secondaire. C'est un prix de la reine Élisabeth. Texte de la citation. Pour avoir obtenu des résultats scolaires supérieurs en 10e, 11e et 12e année et avoir fait preuve d'un engagement exemplaire à l'école et dans la communauté. Tout le monde d'Escazoni. La communauté est fière de Chad. Il a mis Escazoni sur la carte et est un exemple pour les jeunes de la place. Ils suivent Chad. Tous les ans, vous savez, si Chad va quelque part, ils sont derrière. Aussi loin qu'il soit allé, il est toujours revenu à ce qu'il aime. Chad a passé son adolescence dans le Maine, avec les Maniacs de Lewiston, luttant contre la solitude et apprenant l'anglais. Car Chad avait grandi dans la Première Nation Escazoni, il parlait et pensait en Mi'kmaq. Le Mi'kmaq, c'est sa langue première. S'il est reconnaissant à sa famille d'accueil de Lewiston, il y en a d'autres qu'il a dû éduquer. Parce qu'il y a du monde à Lewiston que j'aimerais bien éduquer. Il y en a qui sont venus me voir et croyaient que nous vivons encore dans les tipis et tout ça. Non, on ne vit plus comme ça dans les tipis. Et nous vivons bien au 21e siècle. Avec nos maisons, nos véhicules, nos gens travaillent dur. Nos jeunes vont à l'école. Les temps changent. La véritable passion de Chad pour le hockey est tempérée par son amour pour son camion et pour sa vie à Atlanta. Mais n'essayez pas de le tenir éloigné trop longtemps de ses amis et des forêts du Cap-Breton. Terry Denny, son bon ami et compagnon de chasse. Il vit dans la nature depuis sa jeunesse, vous savez. Il n'y a pas seulement le hockey dans la vie. Vous savez, par exemple, il y avait de la nature. Toute son enfance, il aimait la chasse et la pêche. La tradition, je dirais, depuis que je suis petit, je vais chasser l'orignal tous les ans. Et je le fais encore tous les ans. 6h30 par un chaud matin de septembre. Depuis qu'il a commencé à faire chaud, l'orignal ne sort pas durant le jour. Le petit matin est le meilleur moment, celui où il se déplace. Pas de doute, c'est un gros orignal mâle. Est-il à portée de tir? Raté de quelques mètres cette fois-là. À la bonne heure. Mais Chad a déjà mis dans le sac sa part d'orignal. Capacité de ramener une carcasse d'orignal et d'en distribuer la viande dans la communauté, c'est se montrer utile, c'est rendre service. Pour certains foyers, c'est un petit luxe. Pour d'autres, c'est la viande pour le mois. Mais à Atlanta, tout respire le hockey. C'est une douce soirée de printemps. Les séries sont en cours.
Jeff Pyle, entraîneur des Gladiators. Ça fait 2 ans que j'entraîne Chad, et c'est un jeune épatant, avec un grand cœur. Il est bourré de talent. Je dirais que, dans le moment, c'est un gars trop heureux de jouer au hockey. Il adore ce sport. Il adore ses coéquipiers. Il a fait tellement de progrès qu'il a été nommé joueur 7 ans le plus amélioré dans l'équipe. Il a fait des pas de géant depuis son arrivée chez nous. Puis, il est allé jouer à Chicago. Et il a très bien fait. In behind goes Schultz. Denny snuck in. He shoots the doors. Chad Denny, his first goal as a member of the Wolves, walked into perfect position. Vous pouvez voir pourquoi on l'a repêché, pourquoi les Thrashers l'ont mis sous contrat. C'est évident quand vous le voyez jouer. Un gros gars, physique, un dur avec une belle vision du jeu et un super lancer. Au hockey professionnel, les miracles sont rares. L'endurance et le talent ne suffisent pas. Tout est une question d'effort et d'aptitude. Il faut maîtriser sa position, devenir un joueur de hockey professionnel, rester concentré. Il faut vraiment vouloir. Et cet engagement-là, Chad le démontre. Maintenant, c'est comme un emploi à temps plein. Tout tourne autour du hockey. Je laisse tout le reste de côté. Je suis prêt à faire des sacrifices, à me dévouer pour l'équipe. En 3 parties d'affilée, les Gladiators écrasent les Checkers de Charlotte et passent à la prochaine éliminatoire contre Columbia. L'équipe a eu toute une année. Dans le système de clubs-écoles à la LNH, vous jouez où on vous envoie et où vous passerez le plus de temps sur la glace. J'ai fait mes débuts à Traverse City, au Michigan. Je suis rentré à la maison une couple de jours pour changer de vêtements et j'ai été envoyé à Chicago dans la Ligue américaine. Là-bas, j'ai joué environ 2 mois avec eux à Milwaukee, à Ohio, à Iowa, à San Antonio, à Houston, au Manitoba et à Toronto. Il a joué partout aux États-Unis, au camp d'entraînement des Thrashers, avec les Wolves de Chicago de la Ligue américaine, pour descendre à Gwinnett et remonter à Chicago et inscrire 2 buts et 6 passes en 7 parties, et avoir beaucoup de temps de glace, 20 minutes en moyenne par partie. Puis, retour à Gwinnett pour les séries de la Ligue de hockey de la côte Est. Mais la défaite en finale sonnait le glas de la saison pour les Gladiators. Par contre, les Wolves de Chicago étaient en feu et Chad a été rappelé à la Ligue américaine. L'équipe a tout raflé et gagné la Coupe Calder de 2008. Et qui faisait partie de cette équipe gagnante? Big D, Chad Denny. Si l'histoire de Chad Denny nous apprend quelque chose, ce sont que les défis relevés par les jeunes Mi'kmaq qui quittent leurs réserves et leurs familles pour faire le pont avec d'autres cultures. Il faut beaucoup de force mentale pour être à l'aise dans toutes sortes de situations. La langue maternelle de Chad était le Mi'kmaq, mais sa langue seconde était le hockey. Tout le monde comprend le hockey. Tout le monde comprend le talent brut, la détermination, le cœur. Ce jeune-là a un cœur énorme, et c'est ce que voient les gens. Alors, il se sert de la langue du hockey pour faire le point avec l'anglais, et continue de parler sa langue, le Mi'kmaq. Okay, so I should get a tube and everything for him too. Yeah. Jessie Benjamin, une jeune femme brillante et déterminée, pratique à la clinique vétérinaire d'Elmsdale, dans le comté d'Halifax. Yeah, I think we're fine. Elle a toujours su ce qu'elle allait faire. Toute ma vie, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai voulu être vétérinaire. Je ne pense pas avoir jamais voulu autre chose. Je suis sûre que c'est ce que je voulais faire quand j'avais 9 ans. C'était une super bonne chose car je savais exactement quoi faire pour parvenir où je suis aujourd'hui. Je savais qu'il y aurait des heures de bénévolat, quels cours suivre à l'école, tu sais, à quelles écoles m'inscrire et tout ça. Alors, je suppose que ça m'a aidé dans mes choix. Organisée, déterminée et concentrée. Après 4 ans d'études de premier cycle à l'Université St. Mary's et 4 ans à l'Atlantic Veterinary College de Charlottetown, la docteure Jessie Benjamin réalise enfin le rêve de sa vie. Hi. Hi, Reggie. How are we doing? Ce matin, nous avons un rendez-vous à 13h avec Reggie, un chat que j'ai vu souvent et qui a un maître super. Reggie est un chat super. All right.
So tell me how everything's going. Fine. Good. No, he's doing good. Okay. Got my neighbour to start with the pills. Après ce rendez-vous, nous avons une opération. Il y a un chien à castrer, des soins dentaires. Après, on devrait être libre pour la journée. Yeah, he still sounds. Il est clair que Jessie adore sa profession et les animaux. It looks like you've been cleaning there. Oh, yes, yeah. C'est prouvé. Nos animaux de compagnie nous rendent heureux. On en utilise dans des foyers pour apporter du réconfort aux aînés. Ils sont un peu comme des enfants, vous savez, ils ne vieillissent jamais. Impossible de ne pas les aimer. Mignons, rigolos, des fois ils vous émerveillent et d'autres fois ils vous rendent fous. Mais ils sont toujours là, fidèles. Pourtant, Jessie Benjamin n'a pas eu la vie facile. À sa naissance, sa mère caucasienne et son père Mi'kmaq étaient déjà séparés. Elle vivait avec sa mère et passait les étés avec son père. À l'adolescence, Jessie était isolée, solitaire et nerveuse. Je ne sais pas pour quelle raison vraiment, mais j'ai été très malheureuse à l'adolescence. À un moment dans ma vie, tout est devenu excessif. Je n'arrivais plus à supporter ce stress-là. Je n'ai pas très bien réagi à tout ça. À ce moment-là, j'ai touché le fond. Et c'est bizarre, je pense que ça m'a montré à surmonter le stress. Je crois que je ne savais pas communiquer mes frustrations ou je me renfermais, je me coupais des autres, vous voyez. Je n'ai pas profité de mes amis et de ma famille comme j'aurais dû. Éventuellement, Jessie a trouvé de l'aide. Elle remercie sa mère et quelques amis précieux de l'avoir guidée durant ces années noires et ses deux familles pour avoir toujours été à ses côtés. I've definitely been through tough times. J'ai vraiment traversé des périodes difficiles toute ma vie. Si j'en ai tiré quelque chose, je pense que c'est vraiment comment demander de l'aide quand on a des problèmes et comment utiliser ta famille, utiliser tes amis, utiliser ton système de soutien pour rester équilibré parce que tout s'arrange avec le temps. Juanita, can you look at these too? This one I thought maybe the hair was a little big, but on that one Mais it ce que doesn't. Jessie voulait plus que tout, c'était d'aller au collège vétérinaire et soigner les animaux. Je n'avais pas de plan de rechange, alors il fallait que ça marche. Et En 2001, deuxième année d'université, surprise, une petite fille, Kiara. c'est arrivé comme ça. Je ne changerais rien si c'était à refaire, mais je pense que ça m'a vraiment aidé à me concentrer sur l'école. Puis en 2006, en quatrième année au collège, un fils, Jabari. Être parent durant l'université, la plupart vivraient ça comme un cauchemar. Mais pas Jessie. Elle tire sa force et sa ténacité de ses enfants. Si j'ai appris quelque chose, et c'est la même chose que maman me disait, quand tu comprends que tu vas avoir un bébé, tu as 9 mois pour t'organiser. Si tu attends que tout soit parfait, tu risques d'attendre longtemps, tu sais. Il y a toujours un projet ou quelque chose d'autre que tu veux faire avant ce moment idéal. Le moment idéal, ça n'existe pas. You want to read your book to me, please? Your homework? To the window and looked, and he looked Yeah. Sans eux, je ne crois pas que je serais où je suis aujourd'hui. Ils te poussent à continuer et à bien faire, bien manger, bien dormir. Tu sais, je dois toujours manger 3 bons repas par jour parce qu'ils ont faim. Je ne peux pas les négliger. Je ne peux pas me négliger moi-même et franchement, je crois qu'ils m'ont gardé sur la bonne voie. Kept me on track the whole way through. Be gentle. Gentle, kitty. Vous pourriez croire que Jessie est de celles qui ont besoin d'adversité pour réussir. Elle n'est pas d'accord. Elle dit qu'elle doit beaucoup à sa parenté mixte. Bien qu'elle ait grandi hors réserve, ses deux parents ont tenu à ce qu'elle connaisse le patrimoine et la culture des Mi'kmaq comme celle des Blancs. À ma première visite à Eskasoni, j'avais juste 4 ans et alors vraiment, c'est à peu près aussi loin que je me souviens. J'y suis allée depuis que je suis petite et je veux dire, ça m'a appris beaucoup. Tu ne peux pas... J'ai grandi avec 2 cultures, c'est certain. Tu ne peux pas comprendre à fond une culture tant que tu n'y vis pas, je suppose. Et j'ai eu la chance de connaître les 2 en passant ces étés à Eskasoni et le reste de l'année à la maison avec maman.
Cette exposition continue à deux mondes et deux cultures aussi distincts a enrichi la compréhension de Jesse et façonné sa vision du monde. Eskasoni a toujours été fantastique pour moi. J'étais pas mal plus libre qu'à la maison. J'avais toujours plein d'amis avec qui sortir, tu sais. C'était parfait à ce moment-là, à l'adolescence, quand tout ce qui t'intéresse est de sortir entre amis. Mais je dirais que c'est Mission sur Chapel Island que j'ai aimé le plus. C'était super, tu sais, juste de faire du motocross avec mes frères. C'était incroyable. Et juste être ensemble et jaser, c'était... À Eskasoni, c'était différent de la maison. J'avais des frères et des sœurs de mon âge avec qui je pouvais faire des choses et c'était vraiment bien. Tu vois, chez maman, j'étais la plus vieille, un peu trop vieille pour les autres enfants. Alors, je me suis toujours bien amusée là. Ceux qui vivent partagés entre deux races sont-ils accablés, condamnés à souffrir et à échouer? Encore, Jesse a su se débrouiller. Je me suis fait chanter des bêtises par des Blancs comme par des Autochtones parce que je ne suis ni l'une ni l'autre. Et vous savez, peut-être qu'ils ne cherchaient pas à me blesser, mais je n'y peux rien. Vous savez, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas me fendre en deux. Je suis certaine qu'en société, on est presque forcé de se voir un peu plus dans les yeux des autres que, disons, que comme on est. Mais c'est simplement, notre culture est comme ça. Donc, je dirais, quelqu'un de race mixte va peut-être s'identifier un peu plus à son côté ethnique qu'à son côté caucasien, parce que c'est ainsi que les gens nous perçoivent d'habitude. Jesse estime que les gens devraient être mieux informés sur les autres cultures. Je suppose qu'il faut de l'éducation. Je veux dire, nous avons un système scolaire, alors on peut s'en servir pour éduquer les gens. Ici, en Nouvelle-Écosse, tu sais, on a vraiment besoin d'éduquer la population sur l'histoire et les cultures de la province. Ça fait partie de notre histoire. Il faudrait tous en être informés. Je ne dis pas que tu devrais, disons, tout savoir sur tout le monde, mais si tu gardes l'esprit ouvert, j'imagine que tu ne manqueras de respect à personne. À certains moments, j'ai été fière d'être Mi'kmaq. À d'autres, j'ai essayé de le cacher. Il y a des fois, vous savez, où je ne savais plus ce que je voulais être. Mais je crois que depuis l'université, où je me suis fait des tas d'amis de toutes sortes de cultures, je suis plus à l'aise avec mon identité et pas gênée, vous savez, pas du tout. Et je sais que j'ai les deux en moi et ça me plaît. Bien soigné par Jesse, Reggie le chat survit. Et Marsh, le labrador de 4 ans, il souffre un peu et sa vie a changé, mais ce sera une vie saine et heureuse. Journée de travail ordinaire pour la docteure Jessie Benjamin. Elle passe à la garderie et rentre avec ses 2 petits, retrouver les 2 chats et le chiot de 5 mois. Elle est comblée par la vie. Oh, c'est vrai, un chaton. Si Jessie peut réussir, pourquoi pas d'autres autochtones? Jessie le croit. Je crois qu'il y a là-bas un incroyable potentiel. Je crois qu'il y a des gens qui veulent innover. Il y a une énorme population de jeunes, vous savez. Même si juste le corps de ces jeunes s'en sortent et commencent de belles carrières, wow! Il n'y a pas de limite vraiment à ce qui peut arriver. La population est en expansion, alors le potentiel, tu peux le sentir. Et des tas de bonnes choses vont arriver, c'est certain. Petit bulletin de nouvelles. Depuis notre visite, Kiara et Jabari ont une petite sœur, Zaïla. 8 livres et 3 onces à la naissance. Maman et bébé se portent bien. Tandis que les peuples et les villages autochtones profitent de leur réussite, il est important que les jeunes professionnels Mi'kmaq comme Jesse répandent leur message dans toute la société. Réaliser un rêve n'est jamais facile. Lindsay Marshall. La clé, c'est le travail. Mais le travail est juste un autre exercice mental nécessaire. Il faut instaurer les conditions pour que ces étudiants ou ces jeunes gens réussissent. Il faut leur donner, célébrer les plus petits succès, les souligner. Ça ne se fait pas en silence. Dans notre communauté, quand les étudiants ont leur diplôme, c'est toute une affaire. Secondaire, école de métier ou université, c'est pareil. On fait la fête. Il faut en faire plus pour souligner la réussite des gens, pour leur donner confiance. Pour moi, c'est la clé. L'appui de la communauté, c'est la clé du succès. L'hiver achève. Les jeunes sont à l'école.
C'est un jour calme, mais bien rempli pour le constable Troy Julian de la GRC de la Première Nation Eskasoni. Il songe au rapport à remplir et aux préparatifs pour une comparution plus tard dans la semaine. Il pense aussi à un jeune qui semble toujours attirer les ennuis. De petites choses. Comment atteindre ce garçon avant qu'il ne se trouve vraiment en difficulté? Mes 10 ans d'expérience à la GRC ont appris à Troy que tout ça pouvait changer. Il pourrait devoir répondre à un appel et tout appel a son potentiel de risque. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à s'exposer au danger, à vouloir policer une réserve? Je crois que les jeunes voient quelqu'un comme moi porter un uniforme de policier. C'est peut-être quelque chose qu'ils peuvent faire. Moi, j'ai grandi dans ma réserve de Millbrook. Quand la police venait, c'était toujours à cause d'un problème et ils étaient... J'ai pas vu de policier autochtone jusqu'à récemment. Alors, c'était ma façon de voir à ce moment-là. D'accord, j'ai fini par vouloir être agent de police, mais j'aurais pu décider ça pas mal plus tôt. What's this? Is this your project? Did you make these? Mais aujourd'hui, c'est une simple visite à la classe de Beverly Jedor. S'il n'est pas dangereux, ce travail est quand même important. Il y a eu des fois quand j'étais jeune où j'aurais pu passer de l'autre bord. Et ce sont justement des policiers à qui j'ai eu affaire dans ces temps-là qui ont vu que je n'avais pas d'étoffe de criminel. Ils m'ont donné une chance et je l'ai prise. J'ai trouvé un peu de succès dans ma vie et j'ai essayé de bâtir là-dessus. Et je n'ai pas peur d'échouer. No, you guys are gonna have to teach me because I don't know how to sing it. Everybody got to sing the rest of the song. Ready? C'est la clé de toute l'affaire, le respect et le contact. Que ces jeunes grandissent en sachant que la police n'est pas là pour les menacer, mais pour les aider et les protéger. Avant, quand j'étais jeune, je voyais un agent, il avait toute peur parce que leurs parents leur avaient dit « Faites attention là, la police va vous arrêter, mettez vos ceintures là, ou la police va vous amener. » Et ces pauvres enfants, ils étaient tous morts de peur. Et quand nous avons commencé à visiter les écoles, et nous passons beaucoup de temps dans les écoles, au début, les parents appelaient le détachement, ils appelaient l'école et ils demandaient « Qu'est-ce qui se passe? La police est dans l'école? » Parce que pour eux, c'était pas normal. Mais nous, ça a rendu ça normal. Et nous, travaillons dans les écoles tout le temps avec les jeunes. La tâche n'est pas facile dans la plus grande communauté Mi'kmaq de la province. Le détachement ne chôme pas. L'an dernier, sur une population de 3800 citoyens, la police a procédé à plus de 500 arrestations et est intervenue 2400 fois, tant pour des crimes que pour des visites amicales aux écoles locales. Mais le travail de police sur la réserve change, et pour le mieux. Maintenant, il y a des caporaux et des sergents autochtones. Il y a même un sergent d'état-major dans mon bureau, Dan Morrow, du Manitoba. C'est un type des Premières Nations. Et c'est juste bon de voir ça, je trouve. Quelqu'un, un autre autochtone qui a pu, à ce niveau-là. La Gendarmerie royale du Canada compte aujourd'hui 27 agents Mi'kmaq entraînés. Des agents Mi'kmaq dans des communautés Mi'kmaq qui s'occupent de problèmes Mi'kmaq et trouvent des solutions Mi'kmaq. Le constable Julian cite un exemple de solution Mi'kmaq. Les jeunes s'amusaient à démolir des boîtes à lettres et des clôtures et ils ont démoli celle d'une vieille dame. C'était une vraie tragédie pour cette dame. Alors, nous avons tenu un cercle de justice réparatrice et elle leur a demandé pourquoi ils avaient fait ça. Ils ont dû lui répondre. Et de voir la honte qu'ils avaient d'avoir causé du tort à cette dame, une dame super gentille en plus, juste de voir ça, tu voyais que ça les touchait. Bien plus qu'un système tribunal avec le jargon légal qui comprennent pas, sans savoir ce qu'ils arrivent. Et ils ont des avocats qui parlent pour eux et qui avisent de ne rien dire. Ça ne pourra pas les toucher. Troy se rappelle sa propre jeunesse et ça l'aide à comprendre ce qui se passe de nos jours. Ses parents ont divorcé et il a été sorti de la réserve pour entrer à l'école des Blancs. Quand j'ai quitté la réserve, à l'école, j'étais le seul autochtone. Ils m'ont appelé sauvage, mais
Enfin, je me suis battu une couple de fois à cause de ça, et une fois au secondaire, il m'appelait encore sauvage, et Bruce Lee, et TikTok, et n'importe quoi. Quand j'étais jeune, je réagissais par la violence. Puis, j'ai mûri, et j'ai commencé à considérer ceux qui m'insultaient et pour la plupart, ces gens qui disaient ces choses horribles, je m'en foutais. Mais j'avais un ami aussi. Son père, lui, avait toujours haï les Autochtones. Et un jour, il me dit comme ça, « Tu sais, j'étais comme mon père avant de te connaître. » Et c'est probablement ça qui m'a aidé, m'a changé. Survivre à l'école m'a rendu plus autonome. Les policiers modernes sont censés faire respecter la loi et cesser le crime, agir comme travailleurs sociaux et savoir présenter des causes pour que les procureurs obtiennent des condamnations. Pour tout cela, il faut de la formation et du perfectionnement. Il faut connaître la loi, la communauté. Je pense que tout commence par la famille, la communauté. Et d'habitude, quand ça échoue, la police doit intervenir. Mais tout commence avec la famille, les parents, le soutien local, l'éducation, puis... Tiens, même les policiers commencent à chercher moins les condamnations qu'à aider les gens par la justice réparatrice, par exemple. Et les tribunaux vont dans le même sens. Ils voient des gens qui, vous savez, ont eu dure vie, tu sais. Il doit y avoir une façon pour eux de voir plus loin. Alors, ils peuvent créer des programmes, ou passer par la justice réparatrice, ou les services de probation. Mais il arrive que ce soit juste pénible. L'autre soir, dans son détachement, il y avait tellement de suspects en cellule qu'ils ont arraché les barreaux des murs et se sont évadés. Le stress et le danger sont toujours là. Parfois, ça n'aide pas. Tu dois tout faire. Tu réponds au téléphone, tu vas sur place, tu relâches tes prisonniers, tu parles aux jeunes, tu poursuis du monde sur la route. Ça peut être n'importe quoi. Tu dois courir dans tous les sens, d'un jour à l'autre. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Pour Troy Julian, 34 ans, être policier est une vocation. Il suit les traces du chef Joseph Julian, son arrière-grand-père, qui, en 1913, était nommé constable provincial pour toute la Nouvelle-Écosse. C'était aussi un diacre religieux, un aîné respecté et un agent de police presque toute sa vie. Troy voit son travail comme un service à la communauté. Il y a eu bien du progrès depuis. Il y a des médecins autochtones dans tous les domaines. Tiens, j'ai un cousin médecin, Mark Johnson, et son frère, lui, est aussi agent de la GRC. Tout change. Les gens sont plus éduqués et poursuivent des carrières. Et je crois que mon arrière-grand-père serait content de voir ces progrès. Par exemple, de voir que son arrière-petit-fils est un gendarme à part entière. Né dans la réserve Millbrook, tout près de Truro, Troy a un diplôme de l'Université Acadia avec majeur en psychologie et mineur en sociologie. Il a été reçu à l'école de la GRC de Regina au moment où il passait ses examens d'admission en droit. Il a choisi la police. Ma formation a duré 20 semaines. Je commence en mai, le 10 mai 1997, pour finir le 22 septembre 1987. J'étais le seul autochtone. Il y avait un type du Chili et un Indien de l'Inde. Tous les autres étaient caucasiens. Je me suis super bien entendu avec mes camarades de troupe. Au départ, j'étais pas trop fort au tir, mais si vous avez besoin d'aide, ils vous la donnent et j'ai fait des récupérations en tir et tout s'est bien passé. Mais c'est beaucoup de stress, c'est sûr. Hello. Some information on Family Violence Week. Would you like a magnet and some information? Il y a peut-être un temps où ça aurait été... mais juste, là, je suis avec la GRC. Je choisis de faire ça. Alors, je dois appliquer la loi. C'est ça que j'ai choisi de faire. Alors, pour moi, il ne peut pas. Je ne peux pas manquer à ma parole. J'ai juré d'appliquer la loi et c'est ce que je fais. Peu importe ce qui est visé. Et ça inclut ma famille. La famille aussi. Cet idéal est souvent mis à l'épreuve. Comme au printemps 1999, les agents du Digby sont pris de court. Avec le festival Cherry Blossom à Bear River, le détachement est surtaxé. C'est juste à ce moment qu'il s'embrase le conflit entre les Autochtones et les Blancs sur la question des droits de pêche dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.
Donc, on reçoit un appel d'un bar au centre-ville au sujet. Il y a une bagarre de 20 à 30 personnes. D'habitude, quand il y a ce genre d'appel, c'est rarement sérieux. Mais à notre arrivée, rendu là, nous voyons cette grosse foule à plein milieu de la rue et tout le monde se bat. C'était les pêcheurs Mi'kmaq contre les gens de la place. Et tout ce que je pouvais faire, c'était m'interposer. Et ça se battait tout autour de moi. Il y avait un groupe de Mi'kmaq qui disait « Mais qu'est-ce que tu fais? De quel bord es-tu? » Il y en avait d'autres que je connaissais par mon travail dans la ville qui disaient « Fais quelque chose! » Je disais « Mais je fais quelque chose, j'essaie d'arrêter la bagarre. » C'est juste, chaque fois que je m'occupais d'une bagarre, deux autres s'éclataient derrière moi. Et c'était, disons, plutôt spécial. Ça, c'est juste. Régler cet incident a permis de calmer les esprits dans la région. Éventuellement, les deux parties se sont rencontrées et ont trouvé un terrain d'entente. Le constable Troy Julian est un agent estimé, qualifié et expérimenté. Il inspire la confiance. Et s'il voit l'avenir avec l'optimisme, ses buts personnels restent modestes. Vivre assez vieux pour voir ma retraite. Que je me retrouve pas dans quelque... Vous savez, qu'il n'y a pas d'accident ou de malchance violente domestique ou autre chose, mais je suis entraîné pour ça. Je me suis engagé. Et en connaissance de cause, si ça arrive alors, j'aurais été fier de vivre jusqu'à là. J'adore travailler à Eskasoni. Jamais le public n'a eu à me plaindre de moi. Mais je crois qu'il faut bien traiter les gens avec respect. D'habitude, tu les rends bien. Laisse mon travail parler pour moi. Pour son métier de policier, Troy Julian s'inspire de son passé et de sa culture. Et ça fonctionne. Je crois que les communautés où ce jeune homme est agent de police ont bien de la chance parce qu'ils comprennent le contexte de leur vie quotidienne. Si vous venez d'une région canadienne ordinaire pour travailler dans une réserve, vous y arrivez avec tous vos préjugés, vos bagages. Alors, si vous voulez importer votre loi et votre autorité dans la communauté vous rejettera. Elle verra que vous essayez de lui imposer vos idées. Mais, si vous êtes de leur culture, de leur race, il y a déjà un pont que vous pouvez emprunter. Un pont de la communauté à la communauté blanche. Vous êtes celui qui doit savoir faire la part des choses. Vous êtes placé pour comprendre le contexte d'un incident, d'une situation. Alors, c'est utile. Ça aide à désamorcer bien des situations. Et à force de côtoyer les deux mondes, vous êtes mieux placé pour les rassembler. Soirée de boxe à Halifax. Bridget Stevens, une boxeuse rapide et déterminée d'Eskasoni, a beaucoup de cran et beaucoup à apprendre. J'aime vraiment ça. Ça et tout ce qui va avec. J'aime travailler fort. J'aime me sentir étourdie et me dire qu'il faut continuer, ne pas lâcher. C'est ce que j'aime de la boxe. C'est un défi redoutable. Son adversaire, Felicia O'Connell, est finaliste pour les Olympiques. Victoire ou défaite, Bridget est juste heureuse d'être dans un ring. Elle a tant travaillé pour en arriver là, après une enfance d'enfer. Se battre, c'est commun. C'est tout le monde. Il n'y a pas une journée où tu ne vois pas une bagarre, et ce n'était rien. Alors, il a vraiment fallu que j'apprenne à me battre pour me protéger. J'ai été violente pour contrer la violence. J'en avais tant vu que c'était normal. Le seau d'eau, la vadrouille pour nettoyer le sang, c'était normal. Comme se faire assommer, c'était normal. Pas traumatisant, rien. Alors, j'ai pris mes points pour m'en sortir. Et ce n'est pas la moitié de l'histoire. Bridget souffre de dyslexie, un trouble d'apprentissage, et pas une déficience intellectuelle qui affecte tous les niveaux d'intelligence. Elle a tenté de s'auto-traiter pour apaiser son anxiété. Beaucoup d'alcool et, dès 10 ans, inhalation régulière de vapeurs d'essence. La pression du groupe, beaucoup de violence et de désespoir.
Tandis que sa colère montait, la violence empirait. Dans sa tête engourdie d'essence, peur et doute dominaient. Commencé à renifler de l'essence à 10 ans et c'était vraiment... Mon cerveau, il n'y avait rien de mal avec. Je faisais juste ça pour... Tout le monde faisait ça. Et quand j'ai arrêté, mon cerveau et tout le reste n'avaient plus rien de normal parce que je l'avais fait pendant 2 ans. De plus en plus loin dans l'abus de drogue et l'autoviolence, en quête de moyens de soulager la pression, n'importe quoi. Par exemple, je me coupais jusqu'à ce que ça fasse mal. Pas pour me suicider, mais quand tu te fais ça, la douleur élimine les soucis qui t'encombrent le cerveau. Maintenant, j'ai la boxe. Toute cette souffrance, tout ce travail, c'est ma drogue. Un jour qu'elle traînait, désœuvrée dans un gymnase, Jim Maloney est entré. Entraîneur de conditionnement physique et ceinture noire 9e dan en arts martiaux, Jim a vu quelque chose dans cette adolescente. Ils ont fait une marché. Jim m'a dit, OK, pour notre peuple, c'est gratuit si on ne boit pas. Je suis retombée une couple de fois, j'ai avoué, et je me disais que c'était fini. Et c'est la première fois que j'ai dit à maman, « Oh mon Dieu, maman, j'ai bu hier soir. Oh non, Jim va le savoir. Il ne voudra plus m'entraîner. » J'étais bouleversée. L'atmosphère autour de Brigitte est très contagieuse. Elle déborde d'énergie et se donne complètement à ce qu'elle veut faire. Et c'est ça au départ qui m'a intéressé chez elle. À l'entraînement, je portais mes jeans. Un jour, Jim arrive avec un sac de vêtements d'entraînement qu'il avait acheté juste pour moi. Et je ne pouvais pas y croire. Je suis rentrée chez moi, je regardais les étiquettes, j'étais si surprise. J'ai pris la calculatrice et j'ai tout additionné et c'était plus de 100 $, 150 $. C'était incroyable. C'était plus que mon chèque de bien-être. Oh mon Dieu, j'étais si excitée. J'ai étendu tous les vêtements sur mon lit et, étirant les bras, je me suis couchée dessus. J'étais tellement excitée, j'ai pensé, je vais m'entraîner à fond. Cette vie-là, je la veux. Bridget Stevens avait soudain découvert sa passion, sa raison de vivre, quelque chose de plus précieux que l'alcool, la boxe, et l'entraînement lui a montré à s'en sortir. J'étais sans espoir, je n'avais rien. Je pensais que je boirais jusqu'à la fin de mes jours. Je n'aurais jamais cru que je vivrais un jour à Halifax. Jamais cru que j'allais boxer. Je ne savais pas, bien, j'étais morte. Je pensais juste que j'aurais des enfants, peut-être une maison, du bureau de bande et le bien-être social jusqu'à la fin des temps. C'était mon rêve, je suppose. En fait, je n'avais pas de rêve, tu pourrais dire. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres choses dans la vie. Eh bien, à la base, Brigitte a un très vieil esprit. C'est une fille très mûre. Elle a fait l'expérience de bien des choses dans sa vie. La plupart des gens commencent juste à boire et à prendre de la drogue vers 21 ans. Quand je l'ai connue, elle avait fini avec l'alcool, les drogues et les bars. Par un froid matin d'hiver, à 4 km de son appartement douillet d'Halifax, Brigitte commence sa routine quotidienne. Course de 6 km de long des quais et sur la colline, suivie d'une collation santée de légumes et de 3 heures intenses au gymnase. Entraînement, exercice, punching bag et combat simulé. Mon but, c'est de devenir boxeuse professionnelle d'ici 1 an ou 2. Si je n'y arrive pas, je ne m'en voudrais pas trop parce que je suis si contente de ce que j'ai réussi, accompli. Déjà, d'avoir suffisamment de confiance pour parler au monde. Je n'ai plus peur de rien. Maintenant, je suis dans le ring et je me dis « Wow, je ne peux pas croire que je suis là et je peux avoir confiance en moi et aimer qui je suis. C'est ma plus grande réussite. » Bridget Stevens est une personne en développement. Chaque jour plus forte, plus habile comme boxeuse, chaque jour plus loin de sa vie d'adolescente. Ce qu'elle veut plus que tout le monde, c'est d'être une boxeuse. Elle veut être boxeuse. Elle veut qu'on la reconnaisse comme quelqu'un et en meurt dans la vie. Elle veut vraiment, réellement, être quelqu'un dans le ring. Tom McCluskey est un vétéran du monde de la boxe en Nouvelle-Écosse. À 83 ans, il s'est laissé convaincre de suspendre sa retraite pour aider Bridget.
Look, she's gonna walk over here like this. Wham! A left hook, right? Shoot for that. Working out. Wham! A left hook, yeah. Do the same on the other side. Moi, je crois qu'elle utilise la boxe pour prouver tout ce qu'elle peut accomplir sans aide. Et la boxe est un sport solitaire, mais elle est bien entourée et je l'appuie à 100%. Mais c'est elle qui va monter la colline à la course. Tu reconnais toujours ceux qui préfèrent marcher et qui essaient de contourner la colline. Mais elle la monte en courant. Elle s'entraîne fort. Elle veut vraiment arriver à ses fins. Pour moi, ma réussite, c'est ma sobriété. C'est ma plus grosse victoire, vraiment. Je suis sobre. Je tiens mon bonheur. Je suis comblée. On m'aime. Autour de moi, tout est parfait pour que mon rêve se réalise. C'est une fille qui s'efforce de vivre sa vie du mieux qu'elle peut. Et elle veut faire ça. Et ce ne sera pas la première fois qu'une jeune femme se lance dans un sport à un moment donné et en retire une bonne reconnaissance. Et un avenir promoteur. Et du respect aussi, c'est bon. C'est mieux que l'enfer de la rue, l'alcool et les drogues. J'aime bien venir ici avec Jimmy parce que Jimmy est un bon gars. Il apprécie ma présence. Je dois faire de mon mieux pour en faire une boxeuse fantastique. Elle peut boxer à Vegas et ces places-là. Elle va être sous les projecteurs et le monde va la reconnaître vraie. C'est ce qu'elle veut, plus qu'au monde. C'est un rapport très émouvant pour moi, très touchant, parce que je l'aime. J'aime ce qu'elle est, sa façon de penser, son esprit, son âme. Et c'est très émouvant pour moi. Je ne peux pas certainement pas concevoir qu'elle échoue. Rendu là, elle a déjà réussi. Et juste la façon dont les autres évaluent sa réussite, si elle gagne le titre, tout le monde va la réclamer. Mais pour elle, elle a déjà gagné la bataille. Quelle aventure pour cette jeune femme! Celle qui avait autrefois peur de sortir monte sur un ring face à une meute hurlante de spectateurs. Et elle redonne tout, sa sagesse et son expérience. Je suis Bridget Stevens, de la Première Nation Eskasoni, qu'on appelle chez nous Wagestoni, la terre des arbres. Des jeunes Inuits en difficulté sont venus dans le Sud assister à une conférence ayant pour but de leur rendre espoir dans la vie. On a demandé à Bridget de les inspirer. La place où j'ai grandi est le plus grand village Mi'kmaq et là-bas, tout le monde parle Mi'kmaq. Alors, à 10-11 ans, j'étais déjà en réadaptation. Faut dire que je reniflais de l'essence depuis pas mal longtemps. Tout le monde disait « Ne va pas avec cette fille-là. Ses parents sont corrects. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle se drogue? » Je portais des jeans, jamais de shorts, à cause des coupures sur mes jambes. Je me coupais parce que mon cerveau allait de tous bords, tous côtés, et que la seule façon d'arrêter ça, c'était de me couper, de me faire mal. Et c'était dur, c'était très, très dur. Et pourtant, mes parents, encore aujourd'hui, mes parents ne savent pas que je me coupais comme ça. D'habitude, les gens croient que quelqu'un qui se coupe essaie de se suicider, mais c'est juste pour chasser la douleur de ton cerveau. Maintenant que j'ai transformé ma vie en quelques années, la communauté m'accorde beaucoup de soutien. Tout ce que je veux vous dire, les jeunes, c'est que pour arrêter la violence, il faut arrêter de se faire du mal, de se détruire avec des drogues. Je sais que vous allez rentrer chez vous, que vous allez porter des vêtements neufs, peut-être une nouvelle coupe de cheveux, mais chaque fois, rentrez chez vous, tout va être pareil. Vos copains vont encore se saouler, vos copains vont encore se droguer. Les jeunes, je veux juste que vous vous rappeliez d'une chose. Si vous essayez d'arrêter de boire, ne suivez pas vos copains. Faites plutôt ce que vous aimez. Vous allez être super. Comme mes parents, ils ne boivent pas, ils sont super. Alors les jeunes, n'oubliez pas mon message et, s'il vous plaît, laissez tomber l'essence, laissez l'alcool et allez à l'école. C'est super important. Et merci. Ce soir, Bridget Stevens a perdu de peu. Mais il y aura d'autres combats et cette belle guerrière est en mission. Mais la victoire n'est rien comparée au choix entre la vie et la mort. Et Bridget a choisi de vivre. Peu importe comment les gens te rabaissent, comment les gens te disent « Non, tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas assez bonne, tu n'es pas assez forte, tu n'as pas ce qu'il faut », il faut persévérer.
Peu importe ce que disent les autres, fais ce que tu aimes faire et tu vas réussir en tout. Bridget transmet son message d'espoir à tous les jeunes autochtones. Et ce message, à son tour, allumera d'autres rêves. C'est de la persévérance, c'est de la survie. Elle est arrivée à prendre le négatif et à le transformer à son parfait contraire, le positif, qui lui a permis de survivre. Elle porte un message de survie, de persévérance, de travail incarné et réussite contre toute atteinte de destinée de femmes autochtones. Vous savez, tous les problèmes que connaissent les femmes autochtones et qu'elle a surmontés, elle est un modèle de battante en tous les points de vue. Une battante avec ses poings, mais aussi avec son esprit. Et ce qui est vraiment beau en elle, cette capacité de faire le saut et de passer plus vite que tout le monde, parce que pour être dans une situation où il lui faut sa présence d'esprit, pouvez-vous concevoir comment il faut que son cerveau soit plus vite que ses poings? Alors, c'est vraiment une fille merveilleuse qui a un impact très positif dans sa communauté. Il nous faut d'autres Bridget. Au Canada, les jeunes autochtones sont le segment de la population qui connaît la plus forte croissance. Lindsay Marshall croit que ces jeunes sont un moteur au ralenti. Ce moteur peut chauffer, exploser ou passer les vitesses en douceur et contribuer au bien commun. Ils ont tellement de potentiel. Il faut les motiver et les soutenir. Ces jeunes personnes sont juste comme vous et moi. Regardez ce que font les gens. Les autres. Pas besoin de faire comme Bridget, Troy, Jesse ou Chad. Mais il vous faut trouver ce qui, pour vous, est unique, spécial et merveilleux. Et cette chose existe pour vous. Vous n'avez qu'à trouver la manière d'y arriver. We are called the Mi'kmaq people, we all love this land. We were put here to protect her and lend a helping hand. We are keepers of the forest, watchers of the sea. We live alongside with nature in perfect harmony. We call upon each one of you for a little more understanding. Together we can win the battle, alone we have no chance. We must pull together, all red, white, black, and yellow, all peoples and all nations, all around the world. We call upon